Le sommet entre la Chine et l'Afrique accouche d'une déclaration historique, la déclaration de Beijing sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagée, Chine-Afrique de tout temps à la nouvelle ère. Et dans cette perspective, pas moins de 30 pays africains nouent avec l'Empire du Milieu un accord stratégique, une grosse pierre sans doute jetée dans le jardin historique des Américains et Français. Analyse de cette nouvelle avancée du multilatéralisme avec nos consultants au plateau aujourd'hui. J'ai l'honneur et le plaisir de retrouver Luc Kouméabalo Abaki. Cher Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de New World TV. New World Info précisément. Yes. Luc Abaki est journaliste, écrivain et puis désormais président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée, IAESGA. Luc Abaki, une nouvelle corde retentissante à votre arc finalement impressionnant. Oui, absolument. Vous savez Gilles qu'il y a déjà plusieurs années que nous sommes engagés à analyser, à dénoncer, à critiquer la politique aussi en Afrique, pour la bonne cause, bien entendu. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut changer de cap. Au-delà des dénonciations, de la critique et tout ce que nous faisons, il va falloir mettre en place une structure qui devienne finalement pour les États africains une force de proposition. Un outil d'aide à la décision pour nos dirigeants, parce que bien sûr, après avoir posé les diagnostics sur les problèmes majeurs qui se posent donc à nos États, il va falloir que l'intelligentsia africaine s'organise de sorte à faire des propositions concrètes à nos dirigeants. Voilà l'esprit dans lequel nous avons senti le besoin de mettre en place cet institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée, qui est une organisation associative dédiée à l'analyse et à l'étude, à la recherche dans des domaines stratégiques et de géopolitique. Je pense que c'est le moment ou jamais, précisément, d'interpeller toutes les compétences à travers l'Afrique qui sentent le besoin de contribuer à la réflexion et à la recherche des solutions les plus appropriées possibles pour nos États, parce que le défi majeur du développement et de l'épanouissement de nos populations nous interpelle, et donc nous pensons qu'en mettant en place cette structure, ce creuset, nous allons bien sûr être plus efficaces et contribuer de façon plus significative précisément justement à trouver des solutions les plus adéquates justement aux défis majeurs qui se posent à notre continent. Ouais, Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée, Luc Abaki. Je vous trouve tout de suite un président d'honneur naturel, son excellence Sogoyou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos frères et sœurs téléspectateurs. Président d'honneur, oui, ça, moi je suis retraité, je veux me reposer. Si c'est président d'honneur, je peux prendre. On peut toujours profiter de son capital expérience et de sa connaissance. Je peux prendre, voilà. Ça ne me coûte rien. Donc, voilà. Sogoyou Kegewe est journaliste aussi, ancien ambassadeur. Afrique, 30 pays signent un accord, un partenariat stratégique avec la Chine, c'est le sujet du jour. Et vous êtes conviés à enrichir cette émission. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, vous êtes en direct et à 13h, j'aurai le plaisir de relayer vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire. Que pensez-vous de ce partenariat entre la Chine et l'Afrique? Est-ce le triomphe du multilatéralisme? Est-ce que l'Occident verrait de bon œil ce rapprochement de l'Afrique, 30 pays avec la Chine? Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, notre chaîne officielle avec changement de logo, vous avez sans doute remarqué, c'est le moment de protéger cette émission si vous l'aimez avec votre pouce, un geste simple qui protège. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi vous recevrez en temps réel les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées, et puis partagez New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui change la voix
voie de l'Afrique qui noue des partenariats avec la Chine. Les sommets, ça se multiplie, hein, Chine-Afrique, Russie-Afrique, je peux continuer par les citer, mais est-ce que ces sommets n'ont-ils pas finalement ravi la vedette au sommet historique France-Afrique? Parce que pendant longtemps, on n'a connu que ça, Lucas Baki. Alors, je pense pour répondre à cette question, il faut d'abord faire un petit historique de ces questions de sommet entre les États de l'Occident et l'Afrique. Je crois que la première fois qu'un tel sommet a été organisé, notamment entre les pays de l'espace francophone et la France, c'était le 13 novembre 1973. Et de 1973 à 2021, la France a elle seule accumulé au moins 28 sommets entre la France donc et l'Afrique. Alors, après cela, vous avez vu que 20 ans après, en 93, je crois, le Japon a organisé justement ce qu'ils appellent l'ETICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et donc, presque chaque 2 à 3 ans, le Japon aussi essaye d'organiser des conférences de cette nature pour vanter un peu les mérites du Japon et les ouvertures, les opportunités que ce pays donne à l'Afrique. Après, vous avez vu, en 2014, je crois, les États-Unis aussi, sous Obama, ont senti le besoin d'organiser un sommet États-Unis-Afrique. Après, vous allez voir l'Inde qui en a fait, la Turquie. Et en 2019, le Japon, donc j'allais dire la Russie, le sommet de Sochi, qui a été vraiment un sommet historique, puisque à lui tout seul, il avait rassemblé plus de 54 délégations africaines, dont 45 chefs d'État africains qui ont répondu à ce rendez-vous. La Chine, elle, est à son 9e congrès avec l'Afrique. Ce qui veut dire qu'en réalité, le continent africain suscite un intérêt particulier pour ces États-là. Je pense que nous n'avons fait que dire cela. C'est-à-dire que le potentiel africain étant réel et avéré, les États dits développés savent, où ils sont totalement conscients, qu'il faut absolument composer avec ce continent, sans quoi leur position stratégique de puissance risque d'être effondrée. Et donc, aujourd'hui, vous allez constater que, comme vous l'avez dit, la Chine et la Russie semblent précisément ravir la vedette à la France et donc aux autres pays, tout simplement parce que l'Europe ou l'Occident n'a plus rien de nouveau à offrir à l'Afrique, surtout que pendant autant d'années, malgré tous ces sommets dont j'ai fait état à l'instant, le résultat reste relativement mitigé. Or, au même moment, il y a des partenariats particulièrement intéressants avec la Russie, avec la Chine, où il y a moins de contraintes, où ces pays sont prêts à libérer les ressources financières nécessaires pour accompagner précisément les États africains et où on les stresse beaucoup moins sur des questions de politique intérieure, notamment celle des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, je pense que les États africains comprennent que finalement, ils peuvent mieux se retrouver avec des partenaires nouveaux qui ne les frustrent pas trop avec une certaine forme de condescendance et d'arrogance traditionnelle reconnue aux pays occidentaux. Voilà ce qui suscite autant d'engouement et d'intérêt par rapport à ces sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique, etc., etc. Mais l'Afrique va-t-elle continuer à se promener de pays en pays pour ces sommets? Parce que ça se multiplie. Vous avez égrené le nombre de sommets Afrique et autres pays. Mais ça se multiplie de plus en plus vers des pays insoupçonnés. Israël a tenté de le faire. Et même l'Arabie Saoudite a tenté récemment un sommet Afrique-Arabie Saoudite. À cette allure-là, nos chefs d'État ne passeront leur temps que dans ces sommets. Mais c'est une question extrêmement pertinente. J'avais voulu justement faire d'abord l'état des lieux avant de crever la plaie. Voyez-vous, quelle que soit la pertinence de tous ces sommets, quel que soit ce qui sera offert sur le plan matériel et financier en termes de ressources, par exemple aujourd'hui, la Chine dit qu'elle va engager des ressources d'appui sur 3 ans, au moins 50 milliards de dollars, et il est dit que pour le tout premier semestre de cette année 2024, en termes d'échanges commerciaux, la Chine a déjà fait un chiffre d'affaires de 167,8 milliards de dollars. Oui, vous savez, l'intérêt même de ces sommets
tient beaucoup plus aux pays occidentaux, en tout cas à ce pays dit développé. Même si nous est vanté qu'en réalité c'est dans l'intérêt des pays d'Afrique que ces sommets sont organisés, il va falloir que nos pays, en tout cas nos dirigeants, comprennent qu'en réalité, ils ne peuvent avoir de salut que si sur le plan endogène, ils se mettent à s'organiser rigoureusement pour développer les règles du vivre ensemble et faire en sorte à exhumer le potentiel endogène africain, de sorte que les compétences se révèlent et commencent à travailler sérieusement sur des secteurs stratégiques permettant d'asseoir les socles d'un développement assumé et véritablement construit. Maintenant, les sommets à l'extérieur, en tout cas les partenaires internationaux, ne peuvent que jouer un rôle complémentaire à une vision qui est déjà définie par nos États et véritablement assumée. Sans quoi, les États occidentaux peuvent déverser des milliards, peuvent développer des partenariats d'un niveau extrêmement élevé. Nous n'aurons jamais de résultats si, sur le plan intérieur, on ne travaille pas à exhumer les compétences endogènes qui sont capables de faire des recherches suffisamment abouties et donc de commencer à construire nos économies et avec une méthode de gouvernance qui soit véritablement bien structurée et véritablement assumée. Excellence Sogoyo Kegewe, on a comme l'impression que le sommet Chine-Afrique ou même Russie-Afrique, ces sommets font finalement plus de recettes que celui qui a commencé ou celle qui a commencé la France. Non, mais je crois qu'il faut vraiment clarifier la situation et ne pas comparer des choses qu'on ne peut pas comparer. Quand la France convoque, c'est le mot, quand la France convoque les gérants qu'elle a placés à la tête de ces camps de concentration, ce n'est pas un sommet. On les appelle pour leur dire, toi, tu ne dois pas dire bonjour à un Russe, toi, tu ne dois pas dire bonsoir à un Chinois, toi, attention, on ne veut pas entendre que même sur la carte, tu as regardé l'Iran ou la Turquie, et toi, ainsi, toi, cela. Voilà, et puis surtout, toi, tu dis que tu aimes la France, tu dois nous donner ton port. Ah, tu dis que tu aimes notre pays, les minerais, tu dois nous donner. Tu dis que tu aimes quoi? Mais le marché du pont, du grand pont que tu veux faire dans ta capitale, tu dois nous donner. En quoi tu veux comparer ces oukases avec des pays qui eux aussi ont souffert sous Ponce Pilate? Pour ceux qui connaissent la Bible, on dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Mais nos pays souffrent sous Ponce Pilate. Et Ponce Pilate ne désarme pas. Il veut toujours nous persécuter. La Russie a souffert et souffre encore sous Ponce Pilate qui a mobilisé des armes, l'argent, tout pour la combattre. C'est en cours. Je n'invente rien. La Chine a souffert sous Ponce Pilate. La Chine, ce grand pays, était découpé en morceaux au 19e siècle. Chaque Européen allait y occuper une portion. On fait la guerre de l'opium, on fait ceci, on fait cela. Donc, entre deux pays, la Chine et la Russie, qui ont souffert et continuent de souffrir Ponce Pilate. Et nous, les Africains, sous le coup de qui Ponce Pilate a mis son genou depuis 200-300 ans, il ne faut pas comparer donc les sommets. Nous, on se rencontre avec les Chinois, on se rencontre avec les Russes pour poser de vrais problèmes de développement. Les autres, ils estiment être déjà assez développés, ce qui leur permet de passer tout leur temps à cultiver l'arrogance et le mépris pour les autres peuples. Ils sont convaincus que leur culture est la meilleure. Bon, en Afrique, si tu veux être mon ami, il faut encourager le woubisme. C'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, si tu nous aimes, woubisme. On t'envoie ambassadeur woubi. Bon, et si tu nous aimes, ça dit que ils sont tellement sûrs d'être les meilleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous avec la guerre en Russie? Ils étaient tellement sûrs d'avoir des armes supérieures qu'ils ont dit aux petits choses farceurs de Kiev de provoquer la Russie. Et quand la Russie magnanime, Poutine dit, écoutez, toi Zelensky, nous sommes tous des slaves. Ne laisse pas que les anglo-saxons nous massacrent.
Donc négocions. On a négocié. Zelensky, il faut reconnaître quand même ça, qu'il a accepté de négocier en Turquie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un anglo-saxon, Boris, qui atterrit et dit on ne négocie pas. Aujourd'hui, c'est lui qui clame qu'il faut mobilisation générale, recruter et les femmes, et les enfants, et les fœtus dans les ventres de leur maman pour combattre les Russes. Mais lui, Boris Johnson, où sont ses enfants? Où sont ses petits-enfants? Donc c'est pour te dire qu'entre ces peuples arrogants, trop sûrs d'eux, ils envoient des armes, comme nous disent, c'est des armes miracles. Tu sais, l'histoire des armes miracles, elle n'est pas nouvelle. Hein. En 1939-45, à la fin de la guerre, quand plus rien n'allait pour Hitler, mais il avait aussi des armes miracles. Il y a telle arme, les V12, on jette sur Londres, les choses, on va bientôt remporter. Alors que les troupes russes étaient à 2 mètres de Berlin, Hitler croyait encore qu'il a des armes miracles qui vont lui permettre de gagner. Nous sommes aujourd'hui dans le même schéma. Alors, c'est pour dire, Gilles, que les rencontres Chine-Afrique et Russie-Afrique, il ne faut pas les comparer aux autres rencontres. Je ne veux même pas les citer, ces autres rencontres. Parce que à Pékin, je ne vois pas Xi Jinping en train de dire à un chef d'État africain, désormais il ne faut plus aller en France. Désormais, il ne faut plus aller en Russie. Désormais, il ne faut plus aller aux États-Unis. Xi Jinping ne ferait jamais ça. Quand ils vont à Sochi, ou ils vont à Saint-Pétersbourg, ou à Moscou, je ne sais pas, je vois mal Poutine en train de refuser à des chefs d'État africains de commercer avec la Russie, avec l'Iran, de commercer avec la Turquie, de commercer avec la France, de commercer avec les États-Unis, de commercer avec qui ils veulent. Entre des sommets où on discute à égalité et des sommets où on vous invite pour vous passer l'accord colonial au cou, il n'y a rien à comparer. Donc, je crois que nos chefs d'État, mais tu demandais si ils vont continuer à aller de sommet en sommet. Mais nous sommes dans une situation où tout sommet qui peut nous apporter quelque chose est le bienvenu. Nos chefs d'État, ils ne vont pas à pied, ils ont des avions. Demain, moi, je ne serais même pas déçu de voir un sommet Afrique-Brésil. Parce que le climat brésilien est notre climat. Et par exemple, on parle de l'agriculture. Le Brésil a beaucoup à offrir à nos pays africains. Il faut aller là où, dans les pays d'où on ramène quelque chose pour le développement de nos pays. Pas aller dans les pays où, quand on revient, on est obligé encore de brader les richesses de nos pays pour ces gens-là qui sont rassasiés, mais qui estiment qu'ils n'ont pas assez mangé. Donc, le sommet Chine-Afrique est un très bon et très grand événement. Moi, je voulais dire, peut-être je suis trop long, je voulais dire aux Chinois, c'est bon de mettre 60 milliards, 50 milliards comme la dernière fois, mais il faut assurer la sécurité. Les Chinois doivent savoir que s'il n'y a pas la paix, leurs investissements ne servent à rien. Ça sert à quoi de déverser des milliards de dollars sur les États africains alors que d'autres pays leur envoient leur lot de terroristes pour tout détruire, pour tout casser, pour tuer les humains. Donc, les Chinois comme les Russes doivent s'impliquer militairement en Afrique et garder sécuriser leurs investissements. Il est étonnant que des pays qui eux-mêmes sont endettés jusqu'aux testicules, que quelqu'un se lève pour leur dire de venir assurer la paix dans le Sahel. Avec quels moyens? Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont même pas la paix chez eux. On a la paix en Russie, on a la paix en Chine. Donc, la Chine ne peut pas déverser des milliards sur l'Afrique si elle ne prend pas des mesures concrètes pour assurer la sécurité de nos pays. Voilà. Il me semble qu'il existe un sommet Amérique latine. Le fait que l'Afrique ait la possibilité aujourd'hui de participer à ces sommets en dehors des empires coloniaux, est-à dire que c'est la fin du pacte colonial. Parce que certains articles de ce pacte disent qu'avant de nouer des partenariats, fussent-ils économiques avec d'autres pays, la France doit donner son accord. Ça veut dire que quelque part, les accords coloniaux, de plus en plus, les pays africains sont en train de les dépasser. En fait, c'est le triomphe du multilatéralisme. Ce sont des faits qui s'imposent, bien sûr, aux puissances occidentales d'hier qui ont cru avoir l'exclusivité
de la gestion de l'influence sur les États africains. Et donc, si aujourd'hui les pays africains, surtout de l'espace francophone, qui ont toujours été englués dans une forme d'apathie vis-à-vis donc de la France, qui donc décidait pratiquement de tout et qui intervenait dans les politiques intérieures de nos États, si ces États-là sont aujourd'hui en capacité d'avoir des partenariats au-delà justement de la marge étriquée de la France, c'est dire qu'effectivement le multipartisme est en train de s'imposer. Maintenant, il appartient précisément à ces États-là d'être conscients de ce qu'ils ont comme potentiel et qui permet donc de créer un rapport de force au plan international. Sinon, aller de sommet en sommet n'arrangera pas grand-chose. L'ambassadeur a bien fait de rappeler qu'au 19e siècle, un pays comme la Chine faisait partie des victimes justement de l'influence des puissances occidentales dominatrices qui pensent que leur avoir et leur devenir ne peuvent que prévenir des autres États qu'il faut influencer, qu'il faut intimider et qu'il faut sucer jusqu'aux os. Il a fallu à la Chine une organisation interne, un repli sur soi, un management et un leadership éclairé pour qu'au bout de 30 ans, ce pays-là devienne aujourd'hui une puissance qui influence significativement la géopolitique mondiale. En termes de potentialité, la Chine fait un peu plus de 9 millions de kilomètres carrés avec une population qui est à presque 1,5 milliard aujourd'hui. Comparé à l'Afrique, à son ensemble, nous avons au moins 30 millions de kilomètres carrés et nous tendons aussi vers les 1,5 milliard. Ce qui veut dire qu'en fait, l'Afrique a un potentiel inouï puisque l'être humain est la mesure de toutes choses. Mieux, nos dirigeants apprendront à capitaliser le potentiel humain, à exhumer les compétences intérieures, à faire en sorte que l'être humain soit au cœur de toutes les politiques du développement, de toutes les politiques culturelles, de toute la diplomatie, en tout cas tout ce qui concerne la gouvernance de nos États, mieux ils auront du répondant. Parce qu'en fait, les compétences sont engluées dans une forme de torpeur parce que l'écosystème sociopolitique dans lequel nous évoluons ne permet pas que ces compétences-là s'affirment et assument justement le potentiel africain. D'où l'importance d'investir massivement dans la recherche et de sorte que tous les résultats auxquels nous aboutissons puissent être capitalisés par un leadership éclairé. Sans cela, je vous le dis, nos partenariats avec le plan international ne donneront pas un résultat probant. Donc, c'est clair que la nature même ou les événements du moment sont en train de favoriser une forme de multilatéralisme qui s'affirme et c'est l'occasion pour nos dirigeants d'être suffisamment visionnaires, lucides et de comprendre qu'il ne sert pas à grand chose de ne compter que sur l'extérieur et de savoir que l'avenir de nos pays ne dépendra que par nos ressources intérieures que nous saurons capitaliser. Excellent Sogoyou, pour une fois, vous serez d'accord avec le président Emmanuel Macron qui dit, qui reconnaît que c'est le déclin de l'hégémonie occidentale. Non, Macron ne reconnaît rien. Macron dit même s'il le dit. Macron dit ça pour nous endormir et pour que l'hégémonie occidentale cesse, que l'Occident cesse de nous envoyer des terroristes. C'est important ça, c'est très important. Dans ce cas, s'il est conscient que l'hégémonie occidentale finit, pourquoi il envoie les terroristes? C'est pour réactiver l'hégémonie occidentale. Ces petits généraux de pacotille comme le Cointre, pourquoi ils parlent comme ça? C'est pour réhabiliter l'hégémonie occidentale. Donc moi je crois qu'on ne va pas se laisser distraire. Nous connaissons nos intérêts en tant qu'Africains. Ta question c'était, est-ce que maintenant on peut décider sans demander, parce qu'il y a des articles qui disent que si un pays veut nouer des relations, il faut qu'il demande l'autorisation de la France. Mais Gilles, l'Alsace-Lorraine, c'est une région de France. La Bretagne, c'est une région de France. L'Ardèche, les PACA, province Alpes-Côte d'Azur, c'est des régions de France. Si ces régions veulent aller dans des relations extérieures, ils vont demander l'autorisation de Paris. Mais comment tu veux que des pays comme le Mali,
le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Congo, Brazzaville, auquel on a degré ou de force ajouté le Congo, Kinshasa, le Gabon, ces pays à qui la France elle-même a dit en 1960, vous êtes indépendants. Tu peux me dire pourquoi ces pays ont besoin de l'autorisation de la France avant d'aller là où ils veulent? Ça, c'est pire que l'hégémonie. C'est du racisme. Je dénonce ça ici tous les jours. Les gens ne m'écoutent pas. Les gens croient que c'est une vue de l'esprit. C'est du racisme. Parce que les pays que je viens de te citer, c'est des pays habités par des Noirs. Et la France officielle, la France de Macron, est convaincue qu'un Noir ne peut pas réfléchir. Le Cointre est convaincu qu'un Noir ne peut pas réfléchir. C'est tout. Donc, il faut arrêter tant que ces pays-là, ces colonisateurs, ne nous lâchent pas les Basques. Tout autre discours venant d'eux est nul et non avenu. Est-ce qu'il leur revient de nous lâcher, comme vous dites? Non, s'ils ne nous lâchent pas, c'est parce qu'ils ne nous lâchent pas que des pays comme Mali, Niger, Burkina veulent eux-mêmes décrocher leurs dents. Ah oui, ils les ont mordus au mollet, comme ils ont mordu tous nos pays au mollet. Il faut décrocher, desserrer leur gueule et décrocher leurs dents. Mais c'est pourquoi des pays, je disais, Mali, Burkina, Niger, Mali, Burkina, mais ils ont décidé d'en finir. C'est pas la peine qu'on reste dans nos bureaux pour épiloguer. Il faut oublier la France. La France n'est pas notre ennemi, mais c'est des dirigeants inconséquents qui veulent faire de nous les ennemis de la France. Regardez ce qui se passe même dans ce pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le déni de la démocratie, le déni des élections, le déni de tout, de la Constitution, tout, piétiné, malaxé, jeté dans le sable. Le parti qui gagne les élections, il n'a pas le Premier ministre. Tu imagines, Gilles, ce qui se passerait dans leurs médias là-bas, si quelque chose comme ça se passait en Afrique. Oui, mais la gauche n'a pas gagné les élections. Je ne veux pas aller dans les détails de la gauche ou de la droite. Non, c'est une majorité relative. Je dis, quand on prend les voix par parti là, on sait aujourd'hui que c'est Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Rassemblement national, ils ont eu 9 millions ou 11 millions même d'électeurs en France. C'est beaucoup pour un pays de 60 millions d'habitants. Donc il faut arrêter un pays qui ne se retrouve pas lui-même, qui se mélange les pattes dans le tapis du néocolonialisme. Ils n'arrivent pas à gérer leur pays, mais ils veulent gérer des immensités comme la CEDEAO, ils veulent gérer des immensités comme l'Afrique centrale. Ça ne marche pas. Nous devons aller dans des pays qui ne nous posent pas des conditions pour nous recevoir chez eux. Quand vous arrivez chez eux, leur sommet dont tu parles, qu'est-ce qu'on vous sert? On vous saoule avec droits de l'homme, on vous saoule avec démocratie, on vous saoule avec liberté d'expression, alors que quand vous êtes chez eux là-bas, aucun journal sérieux ne parle même des nègres quand ils sont en France. Tu peux vérifier, hein? J'ai travaillé comme journaliste en France, je sais de quoi je parle. Donc, ils vous saoulent, quelqu'un te parle de droits de démocratie pendant qu'il est en train d'envoyer des armes et des terroristes dans ton pays pour tuer tes civils. Alors, donc, nous avons intérêt. Si demain la France change, c'est ce que nous disons ici tous les jours. On dit non, il est contre la France. Non, on ne peut pas être contre la France. Nous faisons partie de la France. Nous sommes la France nous-mêmes. Tout ce qu'il y a en France, si aujourd'hui on retire de la France toutes les richesses venues d'Afrique, il n'y aura pas de France. Donc nos biens sont là-bas. Donc, on n'est pas contre la France. On dit aux Français, aux dirigeants français, de cesser de prendre les Africains pour des moutons. C'est tout. Les Russes ont compris ça, les Chinois ont compris ça, les Iraniens ont compris ça, les Turcs ont compris ça, et ils traitent les Africains comme des humains. Il est tout à fait normal que les Africains avaient plaisir à les retrouver quand ils les invitent. Luc Kabaki, vous avez fait allusion aux 50 millions de dollars d'investissement, milliards de dollars d'investissement promis à l'Afrique. Ces promesses, quelque part, me gênent moi quelque peu. Est-ce qu'elles sont infantilisantes ou plutôt importantes à prendre pour l'Afrique? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sommet, on dit on met ceci à la disposition de l'Afrique, et l'Afrique ne met jamais à la disposition des autres, du moins officiellement. Voilà. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit suffisamment vigilant, que nos dirigeants doivent se montrer particulièrement lucides par rapport à tous les discours qui leur sont servis lorsqu'ils sont invités à des sommets de cette nature. Aucun pays au monde ne peut prendre sur lui l'initiative d'organiser un sommet, de financer et d'accueillir des gens juste pour
leurs beaux yeux, juste pour leur dire, écoutez, j'ai de l'argent à mettre à votre disposition. Je vous aime tellement que je souhaiterais vraiment vous accompagner pour votre développement. En premier plan, comprenant simplement que ces États-là visent leurs intérêts en premier. Maintenant, il faut vous appâter. Ils connaissent véritablement vos besoins et ils savent qu'en tenant ce discours-là, vous êtes parfaitement endormi, à l'aise et excité. Et vous allez donc vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour les prendre en partenariat. Voyez-vous? Donc, oui, il est clair que ce genre de promesses ne devraient pas endormir nos dirigeants. Parce que justement, si aujourd'hui la Chine nous dit, bon, mais nous allons mettre 50 milliards sur les 3 années à venir pour financer des projets de développement en termes de lignes de crédit, d'appui budgétaire, etc., etc., parce qu'ils savent qu'il faut tenir ce langage-là pour exciter nos dirigeants. Mais au-delà de ceci, il va falloir être vigilant. Voilà pourquoi j'insiste sur le besoin de leadership éclairé de nos pays. Parce que tous les pays occidentaux qui ont réussi le pari de ce que nous appelons aujourd'hui le développement et de l'épanouissement de leur population ont dû à un moment donné prendre la décision ferme au plan interne de commencer à s'organiser et de faire en sorte à mettre l'être humain au cœur de toutes les politiques et de toutes les stratégies de gouvernance. Si ce n'est pas le cas, si les dirigeants eux-mêmes, africains eux-mêmes, considèrent leurs citoyens, leurs concitoyens comme des moutons de Panurge, et donc là, ils les conduisent comme des moutons apeurés, bien entendu que quelles que soient les ressources qui nous seront déversées, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pour cela que j'insiste sur le besoin de que nos dirigeants s'organisent et réexhument nos valeurs identitaires de solidarité, de mutualisation de nos énergies, pour faire en sorte à avoir une certaine dynamique unitaire au plan interne. Il n'est pas concevable que l'occidental vienne en Afrique déchirer, déchiqueter nos États en fragments avec des petites portions de gauche à droite. Or, pour mesurer la puissance d'un État, les principes essentiels qui permettent à tous les États d'évoluer dans le monde, c'est d'abord la surface, la superficie. C'est aussi les ressources humaines. Nous avons suffisamment de ressources humaines. Nous avons des ressources naturelles et souterraines, des minéraux, etc., etc. C'est une question d'organisation. C'est une question de focalisation de notre attention sur le besoin d'épanouir l'être humain et de faire en sorte que chaque citoyen se sente concerné par le besoin de construction de nos nations. Si on arrive à ce niveau-là, on sera à l'aise à refuser des offres de cette nature qui sont en réalité des appâts. Même si on doit considérer que la Chine, la Russie, en tout cas d'autres pays émergents qui sont en train de nous côtoyer ici, proposent des choses un peu plus acceptables par rapport aux Occidentaux qui, de par les faits de l'histoire, de par les recettes de l'histoire, n'ont fait que nous brimer, nous mépriser, en nous traitant comme des sous-hommes qui n'ont pas droit à la parole, à la pensée, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, nous avons cette chance inouïe d'avoir accès à une géopolitique internationale à tout point de vue. Et donc, il est maintenant question pour l'Africain de montrer qu'il est capable de réfléchir, qu'il est capable d'agir et de trouver des solutions appropriées. Non pas seulement pour son continent, mais pour l'humanité dans son ensemble. Je crois que les faits de l'histoire devraient nous exciter. D'ailleurs, il faut rappeler que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi le berceau de beaucoup de recettes au plan intellectuel, au plan moral, au plan des droits de l'homme, au plan spirituel. C'est l'occasion ou jamais pour nous de renouer avec notre histoire et de faire en sorte d'avoir cette fierté d'exister et de contribuer à la création de la richesse au plan international. Et cela, tous les paradigmes doivent être revus. Et on n'a pas besoin d'être dirigeants encore complaisants qui pensent que leur salut ne doit venir qu'à partir des pays occidentaux. Il suffit de serrer la main à Poutine, à Xi Jinping, à Macron, à, je sais pas, Joe Biden pour être président en Afrique. Non, leur légitimité tient de leurs citoyens. Et donc leur vocation, leur responsabilité, leur mission est précisément de travailler pour que chaque citoyen qui leur donne cette voix et cette légitimité puisse être un grand contributeur du devenir de l'Afrique. Gilles, tu dis si c'est pas infantilisant quand les Chinois donnent l'argent. Pas les Chinois généralement. Oui, quand vos présidents sont obligés de baisser leur culotte devant le FMI pour 5 millions de dollars, devant Banque mondiale pour 2 millions de dollars,
quelles conditions les Chinois ont posées? Le Ghana à côté de nous ici, pour un prêt de 3 milliards de dollars au FMI, parce que le Ghana a dit que l'Assemblée a voté contre l'homosexualité, on lui a dit on ne te donne pas l'argent. C'est pas infantilisant ça? C'est criminel. Donc, ce n'est pas la Chine qui infantilise les Africains. Ou bien les Africains eux-mêmes s'infantilisent, ce que les dirigeants ghanéens n'ont pas fait. Je leur tire un coup de chapeau. Le président Akufo-Addo, avec le président de l'Assemblée nationale du Ghana, ils ont dit homosexualité ici, non. Contrairement à l'autre, qui croit que, bon, avec homosexualité, mais heureusement, le peuple est en train de réagir. Qu'on laisse chacun vivre selon son mode de vie. Donc, le cadre du Ghana, pour restituer les faits, il ne s'agit pas du rejet de l'homosexualité, mais de la promotion de l'homosexualité. Voilà, la promotion, oui. Non seulement il faut accepter ça, il faut promouvoir. Mais écoute, Gilles, tu es hétérosexuel, je suppose. Je ne t'ai pas, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'on fait la promotion de l'hétérosexualité? Pourquoi on doit maintenant faire la promotion de l'homosexualité? Effectivement, si quelqu'un est homosexuel dans sa chambre, c'est pas mon affaire. Mais qu'on me dise qu'il faut promouvoir, il faut donner l'argent, il faut lui donner les moyens de faire des manifestations pour promouvoir ça, c'est criminel. Parce que nous, les hétérosexuels, on ne fait pas de promotion. Ce qui est naturel n'a pas besoin de promotion. Mais vous êtes en train de faire votre promotion. Non, on n'a pas besoin de promotion. En affichant votre orientation. Il n'y a pas... Attendez, l'histoire d'orientation sexuelle est un blasphème. Parce que ton comportement sexuel dépend de ta nature divine. C'est pas, tu ne peux pas naître femme et quelqu'un va faire orientation sexuelle, il te déclare homme. Mais c'est du blasphème permanent. C'est des crimes permanents. Heureusement, nous les Africains, nous sommes sensibles à ça. Nous savons ce que nous voulons. Donc, laisse tomber. C'est pour te dire que ceux qui infantilisent les Africains, chaque fois qu'ils leur donnent un copec, le copec, c'est l'unité de mesure de l'argent, les roubles russes. Chaque fois qu'on te donne un copec, on te pose telle condition. Un autre copec, telle autre condition. Je n'ai pas appris que les Chinois ont dit qu'il faut faire démocratie, chaque pays doit avoir 200 partis politiques, chaque pays doit avoir 3, 4, 5 associations d'homosexuels, chaque pays... Non, les Chinois disent développement. Par contre, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas que l'argent des Chinois n'est pas gratuit. Hein. Ces gens-là, quand ils donnent leur argent, là, ils savent comment ils ont souffert pour avoir l'argent, pour le donner. Donc, en fait, ce n'est pas un don, c'est des prêts. Les Chinois donnent aux Africains parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner cet argent en le multipliant par 2 ou par 3. L'essentiel, c'est que effectivement l'argent est là. Et il ne faut pas que l'argent des Chinois se retrouve sur les comptes offshore en Occident. C'est ça qui serait criminel. Il ne faut pas que les gens disent « Ah, les Chinois ont donné, donc nous, on peut puiser dedans, faire ce qu'on veut. » Non. Mais si chacun met son argent dans le domaine précis dont il a parlé aux Chinois, mais il aura les moyens de rembourser la dette sans que les Chinois ne soient obligés de venir lui prendre de force ses minerais. C'est comme ils font en Zambie. Hein. En Zambie, les Chinois arrachent tout. Parce que les dettes ne sont pas payées. À quoi a servi l'argent? Il faut que les dirigeants répondent. Donc, les Chinois ne font pas de l'aumône, mais ils nous mettent au travail. Quand tu as l'argent, tu te mets au travail. Et alors, Excellence, Xi Jinping a reçu dans le cadre de ce sommet une douzaine de chefs d'État africains, dont Kaka Déby, Assimi Goïta, Faure Gnassingbé. N'est-ce pas une pierre jetée dans le jardin des Occidentaux? Est-ce que ça va plaire? Tes questions là, Gilles, ça m'énerve quoi. Un jour, je vais interrompre l'émission et rentrer chez moi. Mais les présidents que tu as cités, excuse-moi, c'est les moutons de Macron. Moi, je ne fais que poser des questions. Non. Pourquoi quand on le reçoit, on a jeté la pierre dans le jardin de quelqu'un? Mais tu cites les chefs d'État valeureux des pays connus. Et tu dis, est-ce que c'est pas une pierre dans le jardin de... Macron représente quoi devant ces chefs d'État-là? Idriss Déby, le petit Déby. Mais tu connais le Tchad? 1 280 000 km². Le Mali, 1 241 000 km². Le Niger, 1 260 000 km². Tout ça là, on reçoit le chef d'État d'un pays qui a plus d'1,5 million de km² et tu demandes
si c'est pas jeter un caillou dans le pré d'un petit pays de 500 000 km². Mais comment vous posez des questions comme ça? C'est quand même Ces questions sont empreintes de colonialisme, de mépris pour les Noirs. Et je ne peux pas accepter des questions pareilles. Je ne peux pas. C'est du colonialisme. Moi, j'ai été très fier. 12 chefs d'État. Moi, j'ai été très fier que sur les 12, mon pays fasse partie des 12. Parce que le Togo, excusez-moi, ce n'est pas le plus grand pays. Mais on n'a pas besoin d'avoir un grand pays pour avoir un grand président respecté à l'extérieur. Donc, je suis heureux que le Togo, le président du Togo compte parmi les 12 élus du cœur de Poutine et de Xi Jinping. Poutine, il est tellement célèbre que son nom devient un lapsus dans nos bouches. Donc, je suis heureux que le Togo fasse partie. Ça fait la fierté de nous tous, les Togolais, de savoir que notre pays, aussi petit soit-il, est respecté au même titre que les grands pays. Oui, mais Excellence, vous faites semblant de ne pas comprendre ma question. Mais vous savez comment le rapprochement du président du Tchad avec la Russie et autres, par exemple, suscite le courroux du pays dont vous... En attendant, en attendant, on lui a envoyé les inondations, il va gérer, c'est pas un problème. Ça, c'est pas la nature qui parle. Quelle nature? Non, pas inondation, mais plutôt des biens mal acquis saisis en France. Et écoutez, le Kaka Déby, honnêtement, au départ, il n'était pas de mes amis, parce que ton papa meurt, et quelqu'un atterrit, il t'intronise président, mais il faut que tu te dises qu'il en est pour quelque chose dans la mort de ton papa. Qui lui a dit que ton papa mourrait tel jour et tel jour on va t'introniser, et il sait, parce que le voyage des chefs d'État, Gilles, c'est pas comme le week-end, aujourd'hui c'est dimanche, tu sors d'ici, tu dis je vais faire un tour à Kpalimé. Non, les chefs d'État ne voyagent pas comme ça, c'est programmé à long terme. Donc, au départ, moi, je ne suis pas pour Kaka Déby. Mais Kaka Déby a des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu en Russie. Et comme notre colonisateur est intolérant, il sait lui-même qu'il est médiocre, qu'il est nuisible à nos pays, et il sait que si l'autre va dans l'autre pays qui peut lui l'aider vraiment, ça l'énerve. Maintenant, vous comprenez ma question maintenant. Oui, je commence à comprendre. Parce que si moi je suis la France et je sais que je me suis conduit envers le Tchad comme il faut, je les ai aidés, l'aide au développement comme il faut, que je ne leur ai jamais envoyé des terroristes, que je n'ai jamais envoyé financer les frères Erdimi qui viennent, ils s'approchent de Bamako, il faut faire ci, il faut faire ça. Si je sais que je n'ai fait que du bien au Tchad, le Tchad peut aller en Russie, il peut aller en Chine. Bon, les Chinois, les Russes lui donneront ce qu'il faut, parce qu'un territoire de plus d'1 million d'habitants, quand même, ça demande beaucoup de moyens que la France n'a pas. C'est pas sa faute. La France ne peut pas. C'est les Français qui aimaient dire qu'ils ne sont pas là pour gérer toute la misère du monde. Personne ne lui demande ça. Donc, le jeune Déby, Dieu merci, il s'est réveillé très tôt et il a compris que son salut se trouve avec Moscou et avec tous les pays alignés derrière Moscou, c'est-à-dire les BRICS. Et j'ai appris qu'il y a un autre président parmi les 12 qui a fait l'objet d'une attention particulière de Xi Jinping, en l'occurrence Assimi Goïta. Non, Assimi Goïta, oui. Si c'était Assimi Goïta, ça ne me surprendrait pas, c'est normal. Mais c'est le Sénégalais. Le Sénégalais, il semble faire l'objet d'une attention particulière. J'ai dit, mais c'est de lui qu'il faut demander si l'autre ne va pas se fâcher. Parce que c'est lui qui est encore dans les jupes de l'autre. Tu comprends ça? C'est lui qui est dans les jupes de l'autre. Parce que les Chinois, je l'ai dit ici, les Chinois, les Russes, partout où ils mettent leur argent, ils doivent mettre leur armée. Les Russes vont amener des usines Kamaz à Dakar. Il faut que l'armée russe soit à côté pour protéger les investissements russes. C'est pas ceux qui n'ont jamais investi un franc qu'on appelle venez assurer quelle sécurité. Donc, j'ai compris ta question pour dire finalement que le monde est devenu multipolaire, n'en déplaise à ceux qui dorment encore dans les rêvasseries du colonialisme d'il y a 100 ans. C'est fini ça. Luc Kabaki, en une minute, le succès diplomatique de certains pays comme le Mali, Assimi Goïta, réussi en pompe. Oui, mais bien sûr. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la France. Je pense que votre question
est lié aux habitudes, à tout ce à quoi nous sommes habitués. C'est-à-dire que, bon, avec nous sortons du giron d'un colonialisme où encore il y a des carcans avec des accords coloniaux qui nous ont englués, empêchés précisément de nous affirmer, de nous mouvoir et d'assumer justement notre identité en tant que pays à part entière. Mais donc, je vais mettre votre réponse au frigo. Parce que là, il est temps pour les impératifs commerciaux. On reprend le débat dans une dizaine de minutes. À tout de suite.